Bienvenue dans Bloom Up, le podcast qui éclaire la parentalité sous toutes ses facettes. Je suis Élodie Roca, votre hôte et partenaire dans cette aventure unique qu'est devenir et être parent. Ici, on ne vous donnera pas de recettes toutes faites, ni de leçons bien pensantes. À la place, vous découvrirez des échanges inspirants avec des parents comme nous et des conseils éclairés d'experts pour nous aider à construire notre propre chemin. Parce que la parentalité, c'est un mélange de doutes, de joie, de défis et surtout une quête d'équilibre. Entre vie pro et perso, entre nos besoins et ceux de nos enfants. Ensemble, nous allons explorer comment vivre ces montagnes russes pour trouver non seulement un équilibre, mais aussi du bonheur et de l'épanouissement. Accrochez-vous, c'est parti pour une plongée sincère, vivante et pleine de découvertes dans l'univers des parents d'aujourd'hui. Votre soutien compte énormément pour moi. Si cet espace vous inspire, prenez s'il vous plaît un instant pour mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet à Bloom Up de grandir et de toucher encore plus de parents. Merci infiniment et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chaque parent au quotidien, les émotions de nos enfants. Colère, tristesse, peur, joie. Comment les accueillir sans les redouter? Comment les accompagner sans transmettre les nôtres? Pour explorer ce thème, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Pierre Lescure. Elle a débuté sa carrière dans les années 80 comme enseignante en banlieue parisienne, avant de se tourner vers la psychologie et les sciences humaines. En 1998, elle a fondé l'association Educat, qui forme enseignants et parents pour aider les enfants à savoir-être pour mieux vivre ensemble. Elle est également l'auteure de Même pas peur et de Jamais victime, et la créatrice de la méthode T'as tout compris, un programme destiné aux écoles primaires, mais également disponible pour les parents pour prévenir le harcèlement et développer les capacités psychosociales des enfants. Dans cet épisode, nous parlerons de la manière dont les parents peuvent accueillir les émotions de leurs enfants, mais aussi les leurs, transmettre à leurs enfants les clés pour mieux les vivre et instaurer des rituels familiaux pour nourrir l'écoute, la confiance et l'amour au quotidien. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette belle conversation. Bienvenue dans Bloom Up. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Élodie. Je suis très heureuse de vous avoir au micro de Bloom Up aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler du sujet complexe des émotions et comment accompagner de manière apaisée son enfant dans la gestion de ses émotions, mais aussi nous en tant que parents, comment ne pas transmettre toutes nos émotions, nos peurs. Alors évidemment, c'est tout sauf facile parce que dès la naissance, les émotions semblent déjà bien présentes. Voilà, les rires, les pleurs, les émotions traversent l'enfance comme une tempête parfois très désordonnée. Comment se construisent-elles réellement ces émotions? Alors comme vous le dites, c'est un vaste sujet qui fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, parce qu'on voit pas mal d'écrits ou de jeux qui se construisent justement dans l'intention de pouvoir apprendre aux enfants à gérer leurs émotions. Je reviendrai sur ce terme. Alors, ce qu'on peut dire, enfin, ce que je peux dire déjà dans un premier temps, c'est que les émotions sont nos amies. Elles sont, comme vous le dites, dès la naissance. Elles sont présentes et ça correspond à des signaux qui vont nous donner une capacité à agir pour obtenir ce qu'il y a derrière l'émotion. Parce que derrière l'émotion, il y a un besoin. On ne sait pas toujours, mais chaque émotion est motivée en fait par un besoin. Donc c'est un petit peu comme une petite lumière qui s'allume et qui a besoin d'être entendue pour après trouver effectivement des options qui vont faire qu'on va trouver une solution apaisée ou une réponse de toute façon qui sera conforme à ce qui peut se passer dans la famille. Mais donc les enfants sont assez vite très jeunes envahis en fait par leurs émotions parce que en fait ils n'ont pas le langage aussi, donc ils ne peuvent pas mettre de mots sur ce qu'ils ressentent, donc c'est l'émotion qui prend le dessus. Et si les parents eux-mêmes ne sont pas très informés ou très au clair sur leurs émotions, eh bien du coup ça commence à faire des tensions, c'est-à-dire qu'on se sent impuissant, on aimerait aider son enfant mais voilà, on voit pas comment faire, et puis parfois on se sent envahi aussi par ses propres émotions, les nôtres et celles de nos enfants. Donc il y a vraiment un chemin à faire de connaissance et de reconnaissance des émotions
pour justement savoir et identifier un besoin qu'il peut y avoir derrière et savoir les accueillir. Parce qu'il ne s'agit pas tant de les gérer que de les accueillir. Je les accueille, ça veut dire que je ne vais pas les refouler. La plupart des problématiques qu'on peut avoir après dans les années qui suivent notre petite enfance sont des problèmes liés au refoulement émotionnel. C'est-à-dire qu'une émotion qu'on a ressentie par rapport à des événements vécus qui n'a pas été accueillie, qui n'a pas été autorisée, eh bien, elle va se transformer ou elle va se ranger dans un coin et il risque d'y avoir au bout d'un temps une accumulation qui va provoquer un problème bien plus important d'éclat de colère ou bien de mal-être physique. Donc, il y a vraiment aussi à accueillir ces émotions sans en avoir peur. Et ça, c'est pas évident. Vous l'ayez dit, c'est que ça demande un accompagnement et en tout cas une conscience déjà des parents. Parce que quand vous dites comment on peut faire pour que notre émotions ne soient pas transmises à nos enfants, en fait, qu'on puisse les protéger de ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et ce que l'on peut entendre, c'est que on est reliés tous énergétiquement, on est tous reliés, que ce soit nos enfants ou bien des personnes qui ne sont pas nos enfants, qui peuvent être des amis ou bien un compagnon, une compagne, un mari, une femme, enfin bon, voilà, peu importe ceux qui nous entourent. Et que ces émotions-là, elles sont là, en fait, elles sont là à différents moments. Et si on ne les accueille pas, eh bien c'est là où le problème apparaît. Donc il y a vraiment un travail à faire de reconnaissance et d'accueil plutôt que d'étiquetage déjà et puis d'essayer de mettre quelque chose, une étiquette sur cette problématique. Et donc ça veut dire que les parents eux-mêmes doivent faire ce chemin-là. C'est-à-dire, si moi je n'accepte pas la colère parce que dans ma propre enfance elle a été réprimée et où c'était pas bien d'être en colère, je vais avoir beaucoup de mal avec la colère de mon enfant. Et c'est valable pour toutes les émotions. Si je n'accepte pas la tristesse, j'ai toujours appris à être forte et à réfréner mes larmes parce que justement c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Eh bien, je vais pas être en accueil de la tristesse de mon enfant, etc., etc. Donc il y a un regard à porter sur soi, sur où j'en suis moi, où nous en sommes nous, hein, dans nos émotions, dans leur capacité de les exprimer, dans la connaissance que l'on a. Qu'est-ce qu'on en fait dans la vie quotidienne, comment on gère notre situation compliquée, des situations qui génèrent des émotions qui sont difficiles peut-être à vivre, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Oui, on va revenir effectivement. Mais est-ce que finalement, les enfants naissent avec certaines, alors je ne vais pas dire forcément certaines émotions, mais est-ce qu'il y a des enfants plus anxieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des enfants plus sensibles que d'autres? Ou est-ce que finalement c'est le résultat d'une éducation ou d'un environnement dans lequel on évolue? Bon, je pense qu'on n'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, quand on arrive au monde, il y a des enfants qui peuvent être plus sensibles que d'autres. Puis il y a aussi toute la vie intra-utérine qui a eu son effet. Et je pense qu'une maman qui aurait été plutôt dans l'anxiété durant sa grossesse, il n'est pas impossible qu'il y ait des choses qui se transmettent à l'enfant. Je ne vais pas l'affirmer là parce que j'ai pas de démonstration scientifique à faire, mais ça paraît assez logique en fait. Et une maman qui aura eu une grossesse très apaisée, très dans la joie et le bonheur d'accueillir cet enfant, l'enfant va arriver aussi de manière beaucoup plus détendue. Donc ça, il y a ce qui se passe à cet endroit-là. Et puis après, il y a la sensibilité propre à chaque enfant. Et je pense qu'effectivement, il y a des enfants qui peuvent être plus sensibles que d'autres à l'impact émotionnel. Ça, c'est certainement. Et vous l'avez dit, donc effectivement, c'est des choses, si les émotions ne sont pas forcément bien accueillies par son entourage, qu'on peut finalement continuer à ressentir les impacts plus tard dans sa vie adulte. Mais est-ce qu'il y a d'autres finalement bienfaits à bien gérer ces émotions et dès le plus jeune âge? Mais dès le plus jeune âge, c'est comme un radar en fait qui nous fait avancer. L'émotion, c'est un terme movere du latin, ça veut dire se mettre en mouvement. C'est-à-dire que l'émotion appelle le mouvement. Donc ça nous amène à agir sur une situation, alors qu'elle soit agréable ou désagréable qui plus est, afin que cette situation évolue. Donc c'est important dès le début d'apprendre aux enfants à accueillir ces émotions, même quand elles sont, débordantes. Si un enfant va faire une colère, il va hurler, il va se rouler par terre. Bon, j'accueille, j'attends que ça se passe. Je lui crie pas dessus, j'essaye pas de l'arrêter, sauf s'il fait du mal ou s'il fait du mal à quelqu'un. Mais sinon, je peux accueillir ça dans la paix, dans le calme, et ensuite mettre des mots et l'aider à mettre des mots là-dessus. Alors comment on fait concrètement? Parce que vous l'avez dit, ça peut passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. On peut être
complètement désemparé des fois par rapport à cette réaction. Donc voilà, est-ce que vous avez concrètement des astuces pour aider justement? Les astuces, je ne sais pas s'il y a des astuces, et les recettes, vous savez, ça marche jamais très très bien. Mais ça part vraiment de qu'est-ce que ça représente pour moi, le fait que mon enfant se mette à faire une crise comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Comment je peux simplement accueillir ça sans en faire une histoire personnelle, c'est-à-dire il se met en colère contre moi, il m'aime pas, il me rejette, enfin, etc. L'accueillir juste comme une émotion qui traverse l'enfant à ce moment-là, qui a du sens, et on va l'aider ensuite, quand l'intensité va être un petit peu baissée, à pouvoir échanger avec lui pour trouver une cause, ou alors faire une petite diversion quand ils sont petits, passer sur autre chose, et parfois, pouf, ça passe assez vite. Alors après, on peut jouer avec l'enfant aussi, mais tout ça dépend de la manière dont on reçoit l'émotion, parce que si on est tendu, si vraiment il y a quelque chose qui nous renvoie à une situation compliquée, qu'on a nous-mêmes des difficultés à gérer émotionnellement quand ça nous arrive, ça va être difficile d'être zen avec son enfant. Bien sûr. Donc après, il y a aussi tous les livres que vous pouvez lire sur les histoires pour les enfants, sur la colère. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui et qui sont vraiment qui peuvent être une aide à comment on peut faire dans une situation comme celle-là avec l'enfant. Mais de toute façon, avant 5 ans, les enfants sont envahis par des émotions et ils ne savent pas, ils ne peuvent pas vraiment les canaliser, les gérer, etc. Elles ont besoin de traverser, et après on peut en parler. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est quand même très tôt de mettre un stop formel sur le fait que l'enfant se fasse mal, ou fasse mal à quelqu'un parce qu'il est en colère, en particulier à travers cette émotion. Mais pour le reste, on respire un grand coup et on lui dit, écoute, je vois que tu es en colère. Je vois que tu es en colère, tu as besoin. Alors, on peut lui acheter un gros coussin de colère. Vous savez, on peut faire on peut lui donner des objets qui vont être reconnus comme une permission à ressentir la colère. La colère, c'est pas mauvais, c'est pas parce que tu vas pas bien. Enfin, c'est une émotion qui te traverse, mais tant qu'elle est là, elle a besoin de se dégager. Donc, on va taper sur un gros coussin, par exemple, qu'on aura fabriqué peut-être ensemble à cette intention, un coussin de colère, et ça peut permettre cette première partie qui est comment on fait pour décharger déjà cette énergie là qui le traverse et qui paraît complètement explosive. Donc ça, c'est une des options. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'EFT. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique qui a été créé par un monsieur qui a plus de 90 ans maintenant, qui est un Américain, et qui permet de gérer les émotions en tapotant sur les points d'acupuncture, sur les méridiens. Et on fait une ronde, c'est-à-dire qu'on tapote sur différents points, on l'apprend à l'enfant, on le fait ensemble, et quand il y a une situation émotionnelle, l'enfant peut faire ou on peut lui faire pour faire baisser l'émotion, parce que ça a comme effet de vraiment faire baisser l'émotion dans le corps. Ça rétablit ce qui a disjoncté à l'intérieur, et ça permet de refaire circuler l'énergie et donc de rebaisser le niveau d'émotion. Mais ça, dans l'accompagnement qu'on fait effectivement aux parents, c'est des choses qu'on propose avec donc des outils concrets dont ils peuvent s'emparer, s'entraîner eux-mêmes et le transmettre aux enfants pour agir dans des situations comme ça de crise ou un petit peu complexes. Et c'est ce que vous avez dit, je pense que c'est effectivement important de comprendre que derrière cette émotion qui s'exprime, il y a un besoin. Est-ce qu'on peut revenir effectivement sur ces différents besoins, mais c'est vrai que je pense que c'est important de se le dire justement pour pouvoir mieux réagir derrière et essayer finalement d'arriver à décrypter quel peut être. Alors, les émotions sont de différents ordres, mais on va voir de manière plus simple celles qui sont spontanées, c'est-à-dire qui arrivent à un moment précis par rapport à une situation précise. Et ça, on va appeler ça des émotions authentiques. C'est celles qui sont présentes à la naissance et qu'on a en possibilité aussi d'expression tout au long de la vie. Donc, la colère, la tristesse, la peur et la joie. Les 4 émotions qu'on évoque généralement comme étant première, principale à l'expression. Donc la colère, le besoin fondamental qu'il y a derrière, c'est un besoin de dire stop. C'est-à-dire qu'il y a le déclencheur, c'est le sentiment d'envahissement. Alors, vous voyez que pour un jeune enfant, il peut très vite se sentir envahi, s'il a envie de quelque chose et que ça n'arrive pas, ou que il est frustré parce qu'il voulait avoir le petit vélo dans la cour et puis qu'un petit garçon est venu le chercher à sa place. Voilà, ça va déclencher parce qu'il se sent envahi. Il se sent envahi dans son projet, dans l'idée qu'il avait de faire les choses. Donc,
ça, c'est certain qu'après, il y a des choses à apprendre en termes de frustration, de gestion de la frustration. Tout ne pourra pas être l'occasion de dire stop, c'est moi, je prends. Mais c'est important que l'enfant puisse s'entraîner de cette manière avec ses parents sur quand il se sent effectivement envahi. Si on rentre dans sa chambre et qu'on lui dit range tes jouets, c'est peut-être pas le moment, tu vois. Donc il peut avoir envie de dire stop. Et ce qui veut dire je vais le faire, mais on va décider d'un moment après. Enfin voilà, on négocie. Mais tout ce qui fait intrusion en lui, c'est important d'écouter sa colère et de lui apprendre à dire stop, stop, et on regarde quelles options on peut trouver. Et tout ce qui est bien sûr en lien aussi avec la nourriture, ne pas forcer un enfant à manger des choses qu'il n'a pas envie de manger. Il le goûte, mais on ne le force pas à manger. On le force pas à aller embrasser une vieille dame qu'on rencontre, qu'on connaît parce que elle est gentille, etc. Tout ça, ce sont des choses, si l'enfant se sent intrusé, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie de le faire, eh bien, il faut respecter ça. Il peut dire bonjour, mais il va pas faire un câlin ou un bisou à la vieille dame. Et ça, c'est vraiment préparatoire aussi à tout ce qui peut se passer malheureusement trop souvent, d'envahissement dans l'espace privé de l'enfant. C'est-à-dire d'apprendre, mon corps, c'est mon corps, et j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de dire non quand il y a des choses qui font intrusion chez moi. Mmh. Et comment on travaille finalement au sein du cercle familial sur finalement l'écoute et l'expression de ces émotions? Alors là encore, je vais vous reparler du programme qu'on met en place avec les parents. Enfin, avec les parents. C'est un programme qui au départ a été mis en place dans les classes, dans les écoles, et qu'on a converti pour les parents parce qu'il y a eu des demandes, les parents nous disant mais nous, on aimerait bien aussi avoir aussi quelques outils qui nous permettent d'agir. Et donc on crée des occasions en fait qui peuvent être ritualisées, de se retrouver en famille. Alors ça nécessite, et ça c'est pas une petite histoire, ça nécessite qu'on prenne du temps, parce que dans nos vies on est sans arrêt à 200 à l'heure, on n'a pas le temps, alors on les emmène faire des activités à droite à gauche, on court tout le temps, et vraiment il est important de pouvoir se donner le temps de se poser et de faire ce qu'on a appelé un cercle de paix. On l'a appelé ainsi parce que c'est les enfants qui l'ont baptisé ainsi après l'avoir expérimenté. Et dans le cercle de paix, les parents, les frères et sœurs, selon l'organisation de la famille, vont avoir l'occasion à ce moment-là de pouvoir dire ce qu'il pèse sur leur cœur. D'accord. Ce qui pèse sur mon cœur en relation avec les membres de la famille. Donc c'est pas un tribunal, c'est vraiment quelque chose où on dépose ce qu'on a sur le ta cœur. parole, Ouais. à travers, je sais pas, j'ai pas aimé la façon dont maman m'a parlé la dernière fois, on dépose. Il n'y a pas de discussion, enfin, il y a des règles très précises qui permettent justement de ne pas rentrer dans le oui, mais, non, on s'écoute. Dire que ça a aussi un intérêt majeur pour le développement de l'empathie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas en train de réfléchir à la question, à la réponse qu'on va faire, à ce qu'on a entendu, si on est impliqué dans ce que la personne a dit, dans le cercle, eh bien, on va être plus en ouverture de cœur et on va plus juste accueillir simplement. Et sans jugement. J'entends que cette personne-là, mon père, ma mère, mon frère, ont exprimé quelque chose à mon égard qui les a blessés, qui les a vraiment rendus mal, et je l'écoute simplement comme ça. Et le cercle de paix se termine, chacun a pris la parole, sachant qu'on a le droit aussi de passer son tour, mais on s'écoute mutuellement, et quand on a fini, alors c'est bien d'avoir un bâton de parole, on peut faire un petit rituel aussi, à ce moment-là, on se fait un petit jus d'orange, des petits gâteaux, des petits bonbons, c'est un moment privilégié où on se donne la chance, en famille, de pouvoir partager vraiment, très sincèrement, les choses qui nous ont blessés, heurtés, dérangés, juste pour que les autres l'entendent et que ça se régule. Si d'une fois à l'autre, parce que les cercles de paix peuvent être faits une fois par semaine, par exemple. C'est quelque chose que vous conseillez de ritualiser? Ouais. C'est mieux de le ritualiser, mais on peut aussi faire un cercle de paix exceptionnel. Si l'enfant arrive en disant, moi j'ai besoin qu'on fasse un cercle de paix. Oui, bien sûr. Bon, là, on l'ouvre. Mais le fait de le ritualiser, justement, ça devient une habitude, ça facilite l'expression, ça permet aux enfants aussi de mieux, de trouver des mots qui soient plus justes, et on peut les aider pour ça, pour justement avoir un vocabulaire plus riche en termes d'émotions. Si je dis juste, je suis vénère, ça va être bon, on l'entend, ok, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux dans la nuance. Est-ce que je suis en colère comme ça, sur une échelle d'intensité. On peut donc apprendre des mots. Et ça, c'est un grand service à rendre aux enfants d'être
en capacité d'enrichir un vocabulaire qui va lui permettre de parler de son état d'âme et de la manière dont il se ressent. Donc ça lui servira de toute manière toute sa vie. Donc oui, le ritualiser parce que ça fait un entraînement et c'est pour toute la famille. Et lorsque les situations ne sont pas réglées, c'est-à-dire d'une fois sur l'autre, j'ai dit par exemple que j'ai pas apprécié que mon frère rentre dans ma chambre sans frapper et puis prenne mes jouets sans me demander, et que la fois d'après, il y a encore ce problème, on l'écoute, on ferme le cercle une fois qu'il est terminé, et là, on fait un point de résolution de problème. C'est-à-dire, on dit, voilà, ce problème s'est produit 2 fois, donc ça va pas, ça n'a pas été entendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme option pour trouver une solution à cette situation qui s'est reproduite? Bien Et sûr. on cherche ensemble. C'est un peu comme un cercle d'entraide. On va réfléchir ensemble à une solution qui soit valable pour l'un comme pour l'autre, mais où vraiment il n'y ait plus ce mal-être ressenti. Puis c'est très sécurisant, j'imagine, pour les enfants de savoir que ils peuvent déposer ce qu'ils ont sur le cœur régulièrement et que ce sera accueilli correctement. C'est un beau cadeau et de confiance aussi. Mais absolument. Si c'est réussi, c'est-à-dire si les parents arrivent à ne pas faire de commentaires, arrivent à eux-mêmes exprimer les choses, arrivent à ne pas être dans le jugement suite à ce qui a été dit, c'est-à-dire pas reprendre ce qui a été dit pour dire bah oui, toi t'as dit ça, mais tu vois, bon, même après, même une fois que le cercle de paix, donc il y a vraiment toute une subtilité, une conscience à mettre en place pour que ça puisse avoir son effet. Mais quand c'est réussi, qu'on arrive à le mettre en place, c'est vraiment, c'est bien pour tout le monde en fait, c'est bien pour les parents, c'est bien pour les enfants, ça apporte de la paix. Et puis, comme vous le dites, ça permet de se sentir aussi entendu. Et c'est tellement important de sentir qu'il y aura un espace où je pourrai être entendu sur les choses qui me dérangent. Et le cercle de paix se fait essentiellement sur des problématiques au sein de la famille, mais on peut aussi faire des cercles d'entraide en se disant voilà, j'ai un problème, ça peut être un problème à l'école, ça peut être un problème si c'est un problème dans la maison, on en parle au niveau du cercle de paix, mais si dans le cercle de paix, on n'arrive pas à résoudre ce problème-là, on fait un cercle d'entraide et on réfléchit au problème qui est ça fait 15 fois que je demande de ranger les chaussures quand vous arrivez et c'est toujours pas fait et je me sens pas respectée et que voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que je peux pas continuer comme ça. Et là, ensemble, tout le monde réfléchit à une option qu'on va valider et ensuite qu'on remettra sur le tapis si c'est nécessaire. Mais on avance petit à petit. C'est vraiment une manière de se mettre à égalité par rapport à nos enfants sur moi aussi j'ai des ressentis de joie ou de tristesse ou de colère et c'est aussi quelque chose qui vous traverse et c'est notre humanité qui s'exprime ainsi. Mais à travers ça, on peut apprendre à mieux se connaître, à être plus en harmonie les uns avec les autres. Et du coup, parce que c'est vrai que en tant que parent, on peut avoir cette tendance à se dire on doit se montrer fort, etc. Là, vous parlez, c'est de la vulnérabilité aussi, c'est d'arriver à pouvoir l'exprimer, ce qui n'est pas forcément quelque chose de forcément facile. À votre avis, voilà, quelle place on peut donner dans la relation finalement parent-enfant à cette vulnérabilité? En fait, la vulnérabilité fait partie du propre de l'homme. Et comme vous dites, souvent, on veut donner une image. Oui, voilà, on est fort. De paraître, on est fort. Voilà. Eh bien, je pense que c'est important de réfléchir à ça et de voir à quoi ça sert. Est-ce que je peux pas dire effectivement à un moment donné, écoute, je suis fatiguée aujourd'hui parce que dans mon travail, j'ai eu des préoccupations aujourd'hui, donc je suis moins disponible. Là, ça m'attriste de voir que si je parle et que personne ne m'écoute. Et ça fait juste partie de quelque chose qui vous rend humaine et qui fait écho à vos enfants. Donc, il y a une proximité, plus de proximité dans la relation qui peut se mettre en place. Donc, c'est un cadeau à faire aux enfants de montrer cette vulnérabilité qui est souvent confondue avec de la faiblesse. Oui, alors que c'est pas de la faiblesse, c'est juste j'ai le droit aussi à certains moments de ne pas être au top, j'ai le droit d'avoir des moments de découragement, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit parce que ça fait partie de ma manière d'être en vie en fait, d'être en relation avec vous. Et donc c'est très important de faire cette différence entre faiblesse qui va faire que il faut qu'on soit fort, qu'on montre une image forte aux enfants. Alors dites-vous bien en même temps, quand on regarde la situation dans un petit pas de côté, que si on montre à nos enfants une image tout le temps de force,
c'est pas aidant pour eux, parce que ça veut dire que eux, il faut qu'ils fassent comme ça, ou sinon c'est pas ok, quoi. Donc ça leur montre quelque chose qui est presque inatteignable, pardon. Alors que si ils ressentent et qu'ils entendent que là, maman a exprimé quelque chose vraiment d'un mal-être par rapport à ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a vécu, là, ça la rend effectivement plus humaine, et je me sens capable de faire quelque chose pour l'aider. Je me sens capable de par mon action pouvoir faire que ça s'arrange. Hein. Et du coup, je m'accorderais moi aussi cette vulnérabilité et de me dire que je suis pas obligée d'être tout le temps au top pour pouvoir exister. Bien sûr. Et c'est vrai que être parent, on le sait, hein, c'est challengeant, on peut dire ça comme ça. On a tous effectivement eu des moments où on peut finalement perdre un petit peu son sang-froid. C'est bien humain aussi. C'est bien humain, effectivement, et qu'on peut sortir de ses gonds. On a eu, comme vous dites, une mauvaise journée. Voilà, mais qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui, des fois, justement, dépassent un peu les limites et culpabilisent, finalement, de ces Alors, réactions? justement, je pense que ce système de cercle de paix évite la culpabilité. C'est-à-dire d'être capable de dire je suis désolée. En fait, je me rends compte que j'étais énervée et je vous ai crié dessus tout à l'heure au-delà de ce que j'aurais dû faire. Donc voilà, je vous demande pardon pour ça parce que je suis pas bien avec ça, mais ok, voilà. C'est tout. C'est tout. Et ça va pas plus loin. Et les enfants accueillent ça. Et ils accueillent ça non pas comme un avis de faiblesse, encore une fois, mais comme... on se dit pas qu'on perd l'autorité. Mais pas du tout, mais non, ça c'est vraiment des croyances qui sont totalement erronées. Hein. On perd pas l'autorité en refoulant ses émotions, en mettant son armure et en se montrant fort. Non, c'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est une autorité charismatique, en fait, parce que vous allez montrer des choses à vos enfants dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être, qui vont être un modèle et dont il aura envie de se rapprocher. Donc, s'il vous voit traversé par des émotions et pas tout le temps blindé derrière la superwoman, ça lui donnera aussi, lui, la possibilité de vivre ses émotions et de pas en avoir honte, et d'être capable d'aller rechercher le besoin qu'il y a derrière pour pouvoir agir. Et puis c'est vrai qu'on dit souvent que les enfants agissent en miroir de nous. Alors c'est valable sur plein de choses, typiquement montrer l'exemple en fait dans ce qu'on fait, dans notre façon de vivre. C'est sûr qu'ils seront plus enclins à faire du sport s'ils nous voient faire du sport, etc. Mais c'est pareil pour nos émotions. C'est-à-dire que si on est en train de crier tout le temps, ils auront peut-être, alors après j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais peut-être tendance à finalement plus reproduire ce type de comportement. C'est certain, pour des petites choses sur des modèles de comportement, des façons d'être particulières, mais aussi sur des choses plus sensibles, comme par exemple la violence. Il est démontré aujourd'hui que les violences intrafamiliales sont bien plus importantes que celles que l'on imagine et qu'elles ont une grande part dans le fait de la violence aujourd'hui, à l'extérieur dans la société. Alors, dans France, on a fait des progrès par rapport à ça. Il y a encore des pays qui battent les enfants de manière extrêmement violente. Bon, je crois en France, ça existe bien sûr dans certaines familles, il ne faut pas se leurrer, mais il y a eu beaucoup de progrès quand même, de conscience par rapport à ça. Sur ce sujet. Mais on ne peut pas dire à un enfant de ne pas taper ses petits camarades si lui-même, quand il fait quelque chose qui ne va pas, on va lui mettre une claque et on va le bousculer physiquement. C'est-à-dire que forcément, ça se transmet. Tout à fait. De l'autre côté également, en fait, quand vous disiez les enfants sont sensibles à notre modèle, ils sont sensibles à ce qu'ils voient et ce que l'on fait, pas à ce que l'on dit. C'est-à-dire que si on dit aux enfants, écoute mon chéri, il faut t'ouvrir dans la vie, avoir confiance, pouvoir faire des belles choses, aller découvrir le monde, et puis que cet enfant vit dans un foyer où on a peur de tout et où il n'a pas le droit d'inviter des copains qu'on connaît pas, enfin voilà, et ça, le message, c'est pas le premier qui passe, c'est le second. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous aussi, c'est un peu justement la transmission des peurs. Parce que c'est vrai qu'on voit depuis... Alors, j'ai pas de date précise, mais je crois à peu près depuis les années 70 que finalement, on laisse faire à nos enfants de moins en moins de choses. On vit dans une société où les peurs sont de plus en plus présentes. Alors, c'est vrai qu'on vit dans une société peut-être de plus en plus anxiogène aussi. Mais voilà, quelles sont un peu les conséquences et comment on transmet finalement ces peurs à nos enfants? Bon, on les transmet en ayant peur soi-même. Alors là, c'est très clair. Et puis, comme vous le dites, la peur ne fait que croître dans cette société. Il y a eu les fameuses années Covid qui ont été terribles,
où la population a eu peur vraiment, et on lui a fait peur. Hein. Nous sommes en guerre. Enfin, bon, il y a eu des mots très forts qui ont été posés avec une volonté. Bon, ça c'est autre chose, mais pour moi il y a une volonté derrière. Parce que quand on fait peur à un peuple, quand on fait peur à un enfant, c'est-à-dire en limitant la pression, les criant dessus, le menaçant, etc., ça provoque une réaction dans un premier temps qui est très comment dire, très animale, je dirais, qu'on a en nous, de protection. Et la réaction, c'est la paralysie. C'est-à-dire qu'on est là, on ne bouge plus. Hein, c'est engrammé en nous, au niveau génétique. C'est-à-dire que dans les dangers que les hommes premiers ont pu rencontrer, le fait de rester immobile, ça protégeait d'un animal sauvage qui passait à proximité, etc. Donc, quand on a peur, il y a la paralysie, la fuite ou l'attaque comme réponse. Hein, donc, c'est 3 réactions qui sont engrammées en nous. Et quand on prend conscience, parce que tout à l'heure on avait commencé à parler des besoins qu'il y a derrière les émotions, derrière la peur, il y a un besoin de protection, un besoin d'au-delà de cette réaction qui est, je dirais, spontanée, héréditaire, engrammée en nous. Eh bien, il y a le besoin de se dire quel est le danger réel et comment je peux me protéger de ce danger. Voilà. Et de sortir du côté sidéré, hein, parce que la sidération, elle ne doit pas durer. Si elle dure, elle est effectivement préjudiciable à notre développement, à notre bien-être, etc. Et donc, comme vous disiez, on installe beaucoup dans la société aujourd'hui un contrôle omniprésent, alors des citoyens, mais des parents vis-à-vis de leurs enfants, où les parents doivent tout savoir de ce qui se passe de leurs enfants. Je sais c'est accentué en plus avec les téléphones qu'on donne. C'est accentué par toute cette technologie, effectivement, mais ça provoque quelque chose comment dire, c'est une attitude éducative qui est préjudiciable à l'enfant. De le contrôler en tout point montre qu'on ne lui fait pas confiance et ça le met en situation de se sentir justement en danger. Si on me contrôle, si on est sans arrêt derrière moi, c'est qu'il y a un problème. Soit je ne sais pas le faire, soit je suis en danger par rapport à l'extérieur. Donc il y a vraiment une mesure à trouver pour effectivement protéger un enfant en fonction de son âge par rapport à ce qu'il souhaite faire, mais ne pas être dans la surprotection qui nous rassure nous, mais qui n'aide pas les enfants, hein, qui les met après dans des situations de dépendance. Plus on va être contrôlant vis-à-vis des enfants, plus les enfants vont devenir dépendants et non pas autonomes. Hein, ils vont toujours avoir besoin d'avoir un regard, de savoir si c'est bien ce qu'ils font, s'ils ont le droit de le faire de cette manière. Voilà. Alors tout ce que je dis, bien sûr, c'est adaptable en fonction de l'âge des enfants, mais il faut porter un regard très très vigilant sur les limites que l'on met à notre enfant. Pourquoi je lui dis ça? Pourquoi je lui pose cette limite? Pourquoi je ne le laisse pas faire? Comment on travaille là-dessus, en tant qu'adulte, parce que c'est vrai que c'est pas, c'est aussi une réaction un peu primaire finalement. C'est une réaction primaire que vous avez peut-être eu vous-même ou vos auditeurs dans au sein de leur famille, où les parents les ont beaucoup surprotégés. C'est un travail sur soi à faire, c'est toujours pareil. Et puis pour se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire là pour mon enfant, il est capable de le faire seul? Ou pourquoi là j'ai besoin de le contrôler? En quoi ça apporte un plus pour lui? D'accord? Et donc il faut trouver la bonne mesure à chaque fois. Hein. On ne peut pas répondre à cette question d'une manière détaillée. Il faudrait des exemples précis pour voir en fonction de l'âge, en fonction de la situation, quelle est ma posture par rapport à ça, pour laisser suffisamment de liberté à mon enfant pour qu'il continue à expérimenter, qu'il continue à sentir qu'il est capable de faire des choses et qu'il progresse et il avance dans la vie, il se développe, plutôt que d'avoir sans arrêt un contrôle parce qu'on ne lui fait pas confiance et du coup, lui, il va perdre confiance. Et ça a des conséquences, j'imagine, après sur le développement. Surtout. Surtout, non, mais à l'école, dans sa vie d'adulte. Absolument. Plus tard, quoi. Ouais. Absolument. Il peut y avoir des peurs vraiment qui s'installent et qui bloquent l'enfant. Peur de ne pas savoir, peur de décevoir ses parents, après, il y a tout un panel qui peut se développer. Alors c'est vrai qu'on a abordé le sujet des peurs et comment on peut éviter de transmettre ces peurs à ses enfants, mais il y a aussi tout le sujet des croyances limitantes qui peuvent aussi entrer en jeu. Comment ça se traduit et comment justement on évite de mettre ça finalement dans la tête de nos enfants? Alors, il est vrai que les croyances comme les émotions, en fait, sont deux pôles très importants qui provoquent une espèce de brouillage à l'intérieur de chaque individu et qui fait qu'il ne s'incarne pas vraiment dans sa souveraineté, qu'il n'est pas vraiment qui il est, qui il peut être et comment il peut se développer. Parce que il y a effectivement ce cœur, qu'on va nommer ainsi, qui est le siège des émotions et qui va à certains moments dysfonctionner parce que justement on n'aura pas pris en compte, on aura bridé les émotions, on aura vécu des choses avec beaucoup d'intensité qu'on n'aura
on pourra pas déposer quelque part. Donc, il y a quelque chose d'un envahissement émotionnel qui peut durer toute la vie. Il y a des personnes adultes qui sont soumises à des envahissements émotionnels et qui savent pas quoi faire avec ça et qui ça les rend effectivement en difficulté. Et puis, l'autre pôle, c'est dans notre mental, qui est très puissant, on a un fonctionnement qui installe très tôt des croyances. Et des croyances sur qui on est et comment on doit être pour être aimé. Et ça s'installe vraiment dès le début de la vie, soit par des situations que l'enfant va vivre comme traumatisantes, qui vont être réellement traumatisantes, ou bien alors des situations qu'il va comprendre, lui, d'une certaine manière, et en faire une croyance, mais qui n'est pas forcément une volonté des parents de l'avoir mis dans telle et telle situation. Mais ça, on peut pas savoir, en fait. Les enfants, ils font leur film tout seuls, ils se racontent des histoires et ils ont des intuitions qui les amènent parfois sur une voie qui n'est pas la bonne, mais du coup, ça peut se transformer en croyances qui les empoisonnent toute leur vie. Quand on a commencé à faire cette recherche avec les enfants dans les classes sur quelles sont les petites voix dans la tête que tu as, ou des fois tu te dis des choses pas très gentilles sur toi. On est tombé de notre chaise, en fait. On a été hyper surpris de voir que des petits, parce qu'on a commencé à travailler avec des enfants de 5 ans jusqu'à 12 ans, des petits avaient déjà des choses, des messages très, très dévalorisants sur eux-mêmes, sur le fait qu'ils étaient bêtes, qu'ils étaient, il y en a un qui a dit, je sers à rien, en fait. Ah oui. Ouais, il a 8 ans. Puis alors, quand on a entendu ça, on a dit, est-ce qu'il y a d'autres enfants dans la classe qui pensent ça? Et il y a la moitié de la classe qui a levé la main. Je sers à rien. C'est fort, ça. Oui, ça nous avait donné, et encore quand j'en parle, j'en ai à la chair de poule. Donc, un certain nombre de croyances, peu importe la manière dont elles ont été ancrées, entravent le développement de l'enfant. Parce que quand on a une croyance, inconsciemment, on va développer les comportements qui vont faire que cette croyance-là va devenir réalité et va renforcer la croyance initiale, enfin ce qu'on pense de soi. Si je pense que je suis pas intelligent, par exemple, si je suis à l'école et que je me confronte à une opération qui me pose problème, eh bien, si je pense que je suis pas intelligent, je vais pas continuer. Je vais laisser tomber parce que je vais me dire c'est trop difficile pour moi. D'accord ? Et parce que je vais avoir ce comportement-là, je vais vivre une situation qui va être la reconnaissance de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire je vais avoir une mauvaise note parce que j'aurais soit laissé complètement tomber, j'aurais rien fait, ou peut-être une punition parce que justement j'aurais pas rendu mon travail, etc. Et le fait de vivre cette situation va renforcer la croyance que j'ai que je ne suis pas intelligent. Donc ça peut durer toute la vie comme ça. Donc les croyances, on dit que la parole est créatrice. Si je pense que je ne suis pas intelligent, que je ne suis pas capable, eh bien je vais faire en sorte, mais c'est pas conscient. Bien sûr, si on interroge des personnes sur est-ce que tu penses que tu es en train de te savonner à la planche, bah non, bien sûr que non, bien sûr, moi j'ai envie de réussir. Bien sûr. Mais si la personne pense au fond d'elle qu'elle n'est pas capable de réussir, elle ne réussira pas. C'est-à-dire que vraiment comme par hasard, mais ce n'est pas du hasard, ceux qui connaissent un petit peu en physique quantique peuvent savoir que c'est loin d'être du hasard, c'est vraiment une question d'énergie qu'on met dans l'univers et que les faits n'arrivent pas par hasard. Si je pense que ça va bien se passer pour moi, que je suis dans la confiance, que j'ai une énergie positive, il y a de grandes chances que plein de choses se positionnent de manière positive pour moi. C'est pas magique, c'est démontré. Donc, par rapport aux enfants, faire ce travail de croyance qu'ils ont sur eux, c'est très important pour les dégager de ça et mettre des antidotes à la place. Par exemple, si je pense que je suis pas capable, voilà, qu'est-ce que tu peux dire à la place? Voilà, j'ai le droit de me tromper, ou je peux réussir, mais plus tard. Voilà, donc les habituer à ne pas rester, ne pas s'enfoncer dans une croyance qui va les bloquer d'un instant T et qui risque de les suivre toute leur vie. Mais justement, vous dites que c'est pas forcément conscient de la part des parents, de mettre ça évidemment dans la tête de leurs enfants, mais alors du coup, comment on peut prévenir ça ou déjà, comment on peut prévenir ça? Comment on s'en rend compte qu'ils peuvent avoir ces croyances limitantes? Et la dernière question, c'est quand on l'aura une fois décelé, comment on détricote ça finalement? Alors ça peut être un petit exercice en famille, ça dépend de l'âge des enfants bien sûr, mais il ne faut pas qu'ils aient 3 ou 4 ans, ils sont un peu petits, mais dès qu'ils ont 7, 8 ans, on peut simplement faire un petit échange entre nous. Soit on met sur un petit papier une croyance que j'ai dans la tête, et puis après on met dans une boîte, puis après on regarde les papiers. À qui ça appartient? Ah bon, tu penses ça? Et qu'est-ce que ça fait quand tu penses ça? Et comment tu pourrais faire autrement? Enfin, ça peut être vraiment un sujet de partage, parce que les adultes aussi ont des croyances sur eux. Bien sûr. Et donc, le fait de pouvoir le partager, puis de se dire que tout ça, c'est vraiment inventé.
et que on a la possibilité de progresser tout le temps, toute notre vie, aller vers quelque chose où on va se développer vraiment, on va être encore mieux dans notre vie, on va être encore mieux en relation avec les autres. Donc c'est possible pour tout le monde. Mais si je ne mets pas à jour ce qui freine ce processus, eh bien je vais effectivement me retrouver dans quelque chose qui ne va pas être à ma mesure, qui va être en deçà de ce que j'aurais pu faire, ce dont j'aurais pu rêver. Donc comment on fait? Ben, on s'y met en fait, on s'y met avec les enfants. Et puis, c'est sûr qu'une éducation bienveillante où on va pas dévaloriser l'enfant, on va pas le cataloguer, on va pas le juger, c'est favorable au fait qu'il n'ait pas des croyances sur lui. Et c'est bien de le comment dire? De dire aux enfants que ce que l'on a dans la tête va être, va se comment on pourrait dire ça? Va s'incarner en fait dans la matière. Je peux vous donner aussi une référence à aller voir, c'est, comment s'appelle-t-il? Il y a Albert Jacquard qui a fait une petite interview à un moment donné magnifique sur l'intelligence. Et il évoque le processus d'auto-réalisation. Il dit combien une petite fille, par exemple, qui pense qu'elle est bête, qu'elle est moche, d'ailleurs il parle de plusieurs exemples, si on lui dit, alors qu'elle est très jolie, eh bien elle va finir par devenir moche. Elle va se tenir mal, elle va pas s'habiller correctement parce qu'elle se sentira moche. Donc c'est très très puissant. En fait, ce que l'on a dans la tête est très puissant et conditionne nos vies. Donc il faut apprendre aux enfants à être dans le cœur, à pouvoir développer leur intention vers quelque chose de beau pour eux, même s'ils ont des obstacles, même si parce que ça c'est la vie, mais de se dire que au fond d'eux-mêmes, ils ont vraiment la possibilité de se déployer pleinement, parce qu'ils sont formidables. Ça, on travaille beaucoup sur cette capacité à ressentir combien ils sont formidables et combien, quoi qu'il arrive, ils ont un pouvoir d'expression dans la vie qui est énorme. Et ça va après dépendre de la manière dont on va leur autoriser à penser de cette manière-là, on va leur montrer, on va les accompagner pour qu'ils soient sur cette voie de réalisation. Et c'est vrai, un vrai travail de libération finalement de la parole et de la communication parent-enfant sur ces sujets-là. Et est-ce que vous pensez que c'est aussi le rôle de l'école d'éduquer finalement les enfants à la gestion de leurs émotions? Est-ce que nous, en tant que parents, on a un travail à faire avec le corps enseignant sur ces sujets-là? Alors, est-ce que c'est le rôle des enseignants? Bon, on a commencé par l'école, nous, puisqu'on a développé notre programme de savoir-être et vivre ensemble au sein des écoles primaires. On s'est retrouvés avec des jeunes enseignants qui étaient aussi de jeunes parents, qui donc étaient plus ou moins développés eux-mêmes sur leur capacité à gérer les émotions. Et je me suis rendu compte que sur une équipe, ils étaient 11 quand on a commencé dans une école sur 3 ans, qu'il y en avait plus de la moitié qui ne savaient pas gérer leurs émotions. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. Ah oui, donc du coup, qui accueillait la colère d'un enfant, par exemple, contre eux, comme si l'enfant était en colère contre eux et le prenait contre eux. Donc du coup, la réaction était aussi d'autant plus difficile. La réponse n'était pas forcément aidante pour l'enfant. Par exemple, je donne, mais on a pu le constater. Donc il y a eu besoin avec eux de reprendre des fondamentaux. Ils ont pris avec nous des fondamentaux sur les émotions. Ils se sont entraînés. Ils ont entraîné avec le groupe classe et petit à petit, les choses ont pu s'améliorer. Pour les parents, c'est pareil, c'est-à-dire que ça nécessite, pour certains qui auraient eu la chance d'avoir une famille où les émotions étaient fluides, c'était pas un problème de les exprimer et surtout ça servait à quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'en servait pour agir. Et bien à ce moment-là, bien sûr qu'il n'y aurait pas besoin de faire quoi que ce soit et que ces parents transmettraient eux-mêmes ces principes aux enfants. Mais c'est loin d'être le cas puisqu'on a on a reçu une éducation, les uns et les autres avec différentes, bien sûr, blocages, intensités, quand je dis ça, tout le monde n'a pas eu la même éducation, mais le rapport aux émotions est quand même souvent très contrôlé, Donc la colère, il faut pas trop, la tristesse, c'est mieux d'être fort et de se montrer, capable. La peur, on se lance parfois des défis aussi, donc on a peur d'exprimer sa peur parce qu'on va se moquer de nous si on a peur. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être, aujourd'hui des réponses données aux enfants dans leur chemin de vie, quand ils commencent à pouvoir faire leur premier pas dans le monde, qu'on constate que certains vont refouler leurs émotions, ne pas être en capacité ni de les reconnaître, ni d'en faire quelque chose. Donc la question est, je ne sais pas si le rôle de l'école serait un rôle d'éducation à ce point, à ce niveau-là, mais
ça pourrait être effectivement quelque chose d'intéressant, que ça se fasse à la fois dans les familles et que le relais soit pris au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que les enseignants soient aussi formés à minima pour pouvoir sur ces questions-là. continuer à prendre le relais et constituer, considérer les enfants dans leur globalité et non pas comme un cerveau sur pattes qui doit juste apprendre. Enfin, ça, on est dans un système qui est tellement archaïque quand on pense comme ça. Si un enfant est perturbé, qu'il a peur de ce qui se passe autour de lui, qu'il est dans une situation d'insécurité, il ne peut pas apprendre. S'il n'a pas un espace où il peut dire qu'il a peur, qu'il a besoin d'aide, et qu'il demande effectivement à trouver des solutions aux problèmes qui sont les siens, il ne pourra pas être dans une situation d'apprentissage. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est finalement, c'est ce qu'on appelle sa sécurité intérieure, dont on a tous besoin pour pouvoir aller de l'avant et finalement exprimer notre potentiel. On est tous comme ça, en fait. Tous comme ça, c'est le besoin de sécurité. Je considère à travers différentes formations que j'ai pu faire depuis assez longtemps, mais je considère, en reprenant un principe essentiel, on a 3 besoins fondamentaux. Et le premier, c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, bien sûr, interne, et puis externe, si c'est la guerre autour, effectivement, on est très bien. Oui. Et puis, le second besoin, c'est le besoin d'amour. Alors, je dirais sécurité, amour, je sais pas s'il y en a un qui est plus important que l'autre, mais de circulation de l'amour. C'est-à-dire se sentir aimé pour qui on est, être capable de donner, de demander, recevoir, que ça circule, en fait. Et ça aussi, on l'apprend aux parents et aux enseignants, qui peuvent parfois considérer, les parents, je parle plus de ce cas-là, mais c'est évident. Ils savent bien qu'on les aime. Oui, mais non, en fait. Il y a des actes à poser, il y a des choses à faire. Elle doit aussi bien donner, recevoir, demander. Enfin, il y a vraiment toute une mécanique à remettre en place pour que l'amour circule. Et on l'a fait dans cette école où on a travaillé pendant une année complète. Et à la fin de l'année, les enfants étaient beaucoup plus épanouis, beaucoup plus en capacité d'être en amitié avec d'autres, beaucoup plus souriants, vraiment. Et ils se donnaient des petits mots doux, ils circulaient, ça avait tellement eu un impact pour eux, ce travail sur les signes de reconnaissance, sur comment on fait circuler l'amour, qu'on s'est dit, ça, il faut vraiment mettre au début du programme et non pas à la 4e session, parce que c'est tellement énorme ce qui s'est passé. Vous avez des exemples justement de choses à faire pour faire circuler oui, il y a des exemples. On fait... quand les enfants savent écrire, on peut on peut leur donner, on peut se distribuer des petits papiers chacun et on s'envoie des petits mots doux, on s'écrit quelque chose qu'on apprécie chez l'autre, ou on peut lui dire dans le creux de l'oreille, si on est aussi dans cette intention de faire circuler l'amour. Ce qu'on apprend aux enfants, c'est qu'il y a 5 façons de faire circuler l'amour. C'est-à-dire qu'il y a le fait de se faire des câlins, des bisous, de se faire des cadeaux, le fait de pouvoir se dire des mots doux, le fait de s'aider. De pouvoir aider sa maman qui est en difficulté là ou qui a du travail, je viens t'aider, c'est une façon de faire circuler l'amour. Et le dernier point étant de faire des activités ensemble, de faire des projets ensemble. Et ça nourrit vraiment à travers ces 5 actions le besoin que l'on a d'être en relation et de recevoir de l'amour. Donc après il y a plein de petits exercices qu'on propose effectivement qui peuvent être adaptés assez bien à la maison qu'à l'école, mais ça a un effet très joyeux et très régénérant. C'est-à-dire que parfois, parce qu'on n'a pas le temps, c'est pas forcément une mauvaise volonté, une non-envie de faire circuler l'amour. On n'a pas le temps, on se l'accorde pas, on l'a pas reçu nous-mêmes de cette manière-là. Donc du coup, le temps passe et puis on se dit jamais qu'on s'aime, on se prend pas du temps pour se montrer en fait qu'on est dans une relation d'amour et c'est ça qui est important dans la vie. Donc c'est tout simple. Vous avez parlé de 3 besoins, donc il y avait la sécurité, l'amour. Et le besoin de stimulation. Alors justement, le besoin de stimulation peut être contrecarré par une éducation surprotectrice qui va empêcher de découvrir le monde. Le besoin de stimulation, c'est on a besoin d'être explorateur du monde, de pouvoir se lancer des défis, de pouvoir se sentir vivre en fait, et en capacité de se trouver face à des situations que je ne sais pas faire, mais que je vais développer en arrivant à le faire au bout du compte. Donc le besoin de stimulation, il est extrêmement important. Or, si j'ai peur ou si on a peur pour moi, je vais rester dans un espèce de confort ouaté, mais qui ne va pas m'apporter la stimulation dont j'ai besoin. Et donc quand on coche les cases sur la sécurité, la circulation de l'amour et la stimulation,
on va très On bien. a tout bon. On va trop bien. On va très bien même physiquement, hein, puisque on sait aujourd'hui que le stress est un des problèmes majeurs de nos sociétés modernes et qu'il est à l'origine de 90% des maladies, quoi. Donc plus on est dans quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de nous, plus on est en meilleure santé. En Bien plus. sûr, oui. Mais c'est vrai que c'est bien que vous le précisiez, que c'est aussi une affaire de temps, de prendre un peu de recul, et ça veut dire se poser un petit peu pour soit analyser une situation qui vient de se passer où on se dit en tant que parent, ah j'ai pas bien géré, j'aurais peut-être pu faire autrement, mais prendre le temps. Alors, comme vous disiez, si on a crié, aller peut-être s'excuser, faire comprendre qu'on est désolé, etc. Mais se questionner aussi sur ce que les réactions de notre enfant, ou de nos enfants peuvent générer en nous, et sur quoi ça appuie. Parce que c'est vrai que des fois c'est assez facile et on se dit bon là ça m'a énervé pour telle raison, mais des fois c'est peut-être beaucoup plus subtil, notamment quand ça fait appel aux peurs, et c'est pas forcément toujours facile de s'avouer que ça appuie pas sur facile, cette partie-là. Mais les enfants vont particulièrement instinctivement toucher là où ça fait mal, hein. Oui. Donc après, encore une fois, il n'y a pas de recette. Je ne vais pas vous donner de recette miracle. C'est plus une intention, une manière d'être. Voilà, pourquoi ça me touche, pourquoi ça me fait mal, et en quoi ça me rappelle quelque chose. Après, si vous n'arrivez pas à trouver le pourquoi et que c'est récurrent et que ça vous empoisonne la vie, il faut faire un travail sur soi. Bien sûr. Donc jusqu'à ce que on ne puisse pas trouver d'option, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais se poser la question de pourquoi ça me fait tellement mal quand il me dit ça. Qu'est-ce qui est touché en moi, quelle est la partie vulnérable en moi qui réagit et qui du coup va réagir en conséquence avec une réaction qui sera pas adaptée à ce qui s'est passé. Mais se revenir vers soi, c'est l'essentiel, hein. Je pense que c'est Socrate qui disait connais-toi toi-même. C'est le démarrage de tout ce qu'on voudrait installer dans cette société. Si on veut aller vers la paix, il faut qu'on installe la paix en nous-mêmes. Et pour installer la paix en nous-mêmes, il faut s'arrêter un peu, arrêter de s'agiter dans des divertissements sans cesse répétés, d'être à bout de souffle, de jamais avoir le temps. Enfin, ça, c'est vraiment une problématique de notre société qui fait que on est dans un tunnel et puis on s'arrête pas. Mais il y a des dommages collatéraux qu'on voit pas tout de suite et qu'on va peut-être voir dans quelques temps pour nous ou même dans la relation à nos enfants. Donc prendre le temps de se dire mais qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes vulnérabilités, en quoi j'ai besoin moi aussi d'être aidée, comment je peux installer quelque chose qui soit meilleur dans ma vie pour que je puisse être plus en amour avec les autres. Bien sûr. Voilà, et se recentrer sur l'essentiel finalement. Oui. Alors, on fait aussi, je pensais à les différents cercles, parce que là, je vous livre ça un petit peu en vrac, hein, ça peut paraître fouillis, mais c'est vrai que c'est quand même très précis quand on avance dans la démarche. On fait aussi des cercles, après le cercle de paix, un cercle de remerciement, qui permet après avoir dit des choses qui vont pas bien, c'est un cercle de gratitude, de pouvoir prendre la parole, toujours avec son bâton de parole. On a le droit aussi de dire je passe, mais on dit quelque chose à une personne, 2 personnes, l'ensemble du groupe, quelque chose qu'on aime vraiment, quelque chose qu'on a particulièrement apprécié. Parce que ça aussi, dans notre société, on n'a pas l'habitude trop de dire ce qui va bien. D'abord parce qu'on n'a pas le temps, d'accord, et donc on s'attache plus à faire des remarques sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien. C'est une culture très finalement européenne ou peut-être française. Oui. Dans les cultures anglo-saxonnes, c'est peut-être un peu plus différent. Oui. Reprendre l'habitude ou prendre l'habitude de pouvoir se dire un mot gentil, ça fait tellement de bien. Bien sûr. Et ça fait tellement de bien à tout le monde, hein. Je veux dire, c'est les enfants, les parents, tout le monde en bénéficie. Je veux dire, c'est un petit shoot d'amour qu'on se donne et puis du coup on se sent mieux, et ça aussi ça participe de l'estime de soi, ça participe de la force qu'on va acquérir pour pouvoir grandir, de savoir qu'on est aimable, qu'on nous aime et qu'on est entouré de personnes qui ont des attentions pour nous et pour lesquelles nous aussi on va avoir des intentions pour eux, parce que dans la vie c'est comme ça circule, c'est pas je suis l'enfant roi, je ne fais rien pour les autres. Bien sûr. Et puis la gratitude, ça revient aussi à se recentrer aussi sur l'essentiel. En tant qu'adulte aussi, ce qui est important pour nous. Donc transmettre ça dès le plus jeune âge, finalement, c'est aussi ça fait partie c'est une force qu'on donne et un vrai atout qu'on donne, je trouve, à ces enfants, si on arrive à leur faire développer cette proportion, avoir de la gratitude envers eux-mêmes aussi et envers les autres. Je vais communiquer là une référence que je trouve très intéressante qui s'appelle les éditions Pour penser
Et il y a une série d'ouvrages, c'est Aline de Pétigny qui crée certains ouvrages, puis après elle prend aussi d'autres auteurs. Mais toutes ces thématiques-là sont très bien traitées avec beaucoup de poésie. Donc je trouve que c'est intéressant d'aller voir, de regarder, de voir les titres des ouvrages et de voir quel est celui qui pourrait peut-être m'aider à aborder tel sujet avec mon enfant. Et c'est vraiment, vraiment très bien fait. Donc j'en profite parce que je trouve que ça mérite d'être reconnu parce que c'est un vrai support de connaissances à la fois de soi, parce que ça renvoie à soi, et de connaissances qu'on va permettre à l'enfant. Tout ça avec beaucoup de poésie. C'est fait vraiment d'une manière très belle. Donc je conseille vos auditeurs d'aller regarder et de prendre connaissance des ouvrages qui existent. Et j'ai une question un peu plus personnelle pour vous. Qu'est-ce qui justement est important pour vous, pour votre équilibre, et qu'est-ce que vous mettez en place un peu au quotidien pour essayer de préserver ça? Ah, très bonne question. Alors, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Exactement. Voilà. Donc, je vais faire partie de ces gens-là. Bon, j'ai connaissance de pas mal de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de travail en thérapie et puis dans d'autres domaines et quand j'étais plus jeune. Donc, je pense que j'ai une assez bonne connaissance de moi. Après, il y a encore une part de moi, parce que ça, on l'a peut-être pas dit de manière aussi précise, mais c'est important d'apprendre à s'aimer soi-même. Quel que soit ce que je fais, mes imperfections, mes défauts, etc. S'aimer globalement, comme on est, et s'accepter avec bienveillance en se disant qu'on est sur un chemin, etc. Bon, donc moi, je m'investis beaucoup dans le travail que je fais là aujourd'hui par rapport aux enfants, parce que je pense que j'étais une enfant blessée, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée après dans mon travail, dans mes études, à rechercher comment apporter plus de paix, plus d'amour, plus de bien-être sur cette terre, et donc en commençant par les enfants. Et bien sûr, assez rapidement, je me suis rendu compte que les enfants, ils peuvent recevoir un certain nombre de pratiques, mais si dans la famille il n'y a pas d'écho, c'est quand même les parents qui éduquent les enfants, donc il faut accompagner les parents. Voilà. Donc c'est une part de mon temps de vie qui est énorme en fait, très diversifiée, qui me passionne. Mais là, le niveau de vigilance que j'ai à avoir, et c'est ce que vous dites, c'est comment je fais des choses juste pour moi, qui n'ont pas du tout de rapport avec le travail que je fais, soit pour en lecture, je vais lire ça parce que ça va m'apporter telle chose et telle chose, mais comment je vais faire, comment je fais, et ça parfois il faut vraiment que je me réveille pour me dire bon allez stop, là je suis partie 4 jours, là, j'ai préféré faire un break ou alors faire une activité artistique ou bien voilà. Mais ce n'est pas naturel chez moi, c'est vraiment quelque chose pour lequel, comme vous dites, ça nécessite une certaine vigilance. Donc c'est ça que je m'attache à mettre en place et j'espère le faire de mieux en mieux. Et je crois que vous êtes maman aussi? Oui, j'ai 3 enfants, oui. Alors, est-ce que vous êtes la maman que vous imaginiez être? Alors, je suis maman de 3 grands enfants Oui. et grand-mère d'un petit garçon de 5 ans. Alors, je dirais que si je regarde mon parcours de mère avec mes enfants, forcément, je me dirais que il y a des trucs qui n'ont pas été, que j'aurais dû faire ci et pas ça, et je m'en veux de... Bon, alors ça, il faut surtout éviter ça, parce que sinon, la culpabilité s'installe et c'est toujours négatif, ça ne n'amène nulle part. Et de se dire que certainement, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec mes enfants. Eux aussi, ils font ce qu'ils ont pu, ce qu'ils font, pardon, ce qu'ils peuvent avec leur bagage aujourd'hui. Et bon, je trouve qu'ils se débrouillent pas si mal que ça, et je peux être là pour eux s'ils ont besoin, et je suis ravie d'être en relation avec eux. Mais la mère que j'ai été, voilà, elle n'est pas la mère que j'aurais rêvé d'être, peut-être, enfin c'est sûr. Mais... Et c'est pour ça que j'appelle aussi les éditeurs à avoir de la bienveillance par rapport à soi. C'est-à-dire, on fait ce que l'on peut. Si on a conscience de certaines choses, ce que n'avaient pas nos parents, donc ils se posaient pas de questions, donc ils faisaient, ils reproduisaient, puis bon, voilà, on subissait, nous, en tant qu'enfants, après certaines choses. Mais notre siècle a quand même ouvert à certaines connaissances, en termes de développement de l'enfant, après la psychologie. Enfin, il y a des choses qui sont diffusées pour le grand public, c'est pas juste quelques experts. Donc maintenant, si on a conscience de certaines choses, eh bien, faisons en sorte de s'améliorer en suivant justement ce que l'on comprend de comment on fonctionne, comment nos enfants fonctionnent, de quoi ils ont besoin. Voilà. Et là, on avance sur un chemin en n'étant pas parfait, personne ne l'est, on ne le sera jamais, mais en se reconnaissant justement la capacité de progresser. Et si justement vous aviez un conseil à donner à la jeune maman que vous étiez à l'époque, quel serait-il? Arrête-toi. Arrête-toi, regarde les fleurs pousser,
Regarde les enfants grandir, parce qu'en fait, c'est ça. Après, moi, j'étais très occupée. Je faisais plein de choses. J'ai toujours fait plein de choses d'ailleurs, mais c'est pas neutre, hein. Quand on remplit le temps comme ça, c'est qu'il y a vraiment des raisons sous-jacentes on n'a pas forcément identifiées. Donc oui, je dirais, écoute, pose-toi et prends du temps, plus de temps avec tes enfants, simplement, sans rien faire de particulier, hein, sans faire plein d'activités, les emmener au judo, à la piano, enfin bon, à droite, à gauche. C'est se dire juste rien faire, juste être ensemble. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cet échange. Avec plaisir, Élodie. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Bloom Up. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast. Rejoignez aussi la communauté sur Instagram sur Elodie_Roca, R-O-2-C-A, et bloomup.media pour poursuivre la conversation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.